Un toast, dit ma femme, au perdant qui signe les chèques mais qui ne sera jamais mon véritable amant. Après l'avoir aimé et subvenu à ses besoins pendant 15 ans, j'ai calmement posé une clé sur la table. Son père l'a vue, a lu le mot qui y était attaché, et son visage est devenu blanc comme un linge. Rose, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Écoutez, j'ai assisté à beaucoup de fêtes dans ma vie. Des fêtes d'anniversaire où la tante ivre de quelqu'un décide de raconter sa coloscopie à tout le monde. Des fêtes de départ à la retraite où des hommes adultes pleurent dans leur whisky bon marché en se remémorant le bon vieux temps qui n'était pas si bon que ça. Des réceptions de mariage où le discours du témoin déraille tellement qu'on pourrait croire qu'il vise un spécial Netflix. Mais rien, et je dis bien absolument rien, ne m'avait préparé au moment où ma femme depuis 15 ans s'est levée lors de notre fête d'anniversaire, sa flûte de champagne levée bien haut comme la cousine sans classe de la Statue de la Liberté. Et a décidé de me griller comme si j'étais une guimauve dans une colonie de vacances sadique. Au perdant qui signe les chèques mais qui ne sera jamais mon véritable amant, annonça Rose, sa voix portant à travers toute la salle de bal avec le genre de projection qui ferait pleurer d'envie les metteurs en scène de Broadway. Le lustre en cristal au-dessus de nous sembla baisser légèrement d'intensité, comme s'il était lui-même embarrassé d'assister à ce désastre. 80 personnes, 80 putains de personnes, étaient entassées dans cette salle, vêtues de leurs plus belles tenues de cocktail, tenant leur boisson chic avec le petit doigt en l'air, et chacune d'entre elles l'a entendu. Le toast qui entrerait dans l'infamie. Le toast dont on chuchoterait dans les country clubs pendant des années. Le toast qui m'a fait regretter de ne pas avoir adopté la boisson comme passe-temps au lieu d'une simple activité occasionnelle du week-end. La réaction fut immédiate et viscérale. Il y eut ce hoquet collectif qui ondula à travers la foule comme une vague dans un stade de baseball, sauf qu'au lieu de la joie et de l'esprit d'équipe, c'était du pur choc et de la gêne par procuration. Puis vinrent les rires nerveux. Vous savez, ce genre de petits rires bizarres et incertains que les gens font quand ils ne savent pas si c'est une blague ou s'ils sont témoins d'un véritable crime en train d'être commis. Ses amis, par contre ces harpies ne se sont pas embarrassées de rires nerveux. Elles ont carrément ricané, couvrant leur bouche de leurs mains manucurées comme si elles étaient de retour au lycée, debout près de leur casier à regarder un pauvre bisu se faire baisser son pantalon dans le couloir. Elles revivaient leur jour de gloire, et apparemment, j'étais le divertissement. Pendant ce temps, j'étais assis là. Son mari. Moi. Le type qui avait passé 15 ans de sa vie avec cette femme. Le type qui lui avait tenu les cheveux quand elle avait une intoxication alimentaire à cause de ce restaurant de sushi douteux qu'elle insistait être authentique. Le type qui l'avait écouté se plaindre de sa mère pendant des heures, hochant la tête avec sympathie tout en se demandant secrètement s'il pouvait simuler sa propre mort et recommencer sa vie au Pérou. J'étais juste assis là, clignant des yeux comme un idiot qui avait accidentellement cliqué sur la mauvaise réunion Zoom et était maintenant coincé dans le cauchemar d'entreprise de quelqu'un d'autre. Mon cerveau faisait ce truc où il court-circuite complètement, comme quand votre ordinateur se fige et que vous ne pouvez même plus bouger le curseur de la souris. A-t-elle vraiment dit ça? Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Suis-je en train de faire un AVC? On pourrait penser que c'est là que je perds la tête, non? La partie où je me lève, je renverse toute la table comme un héros de film d'action, j'envoie les centres de table voler, je regarde la porcelaine se briser contre le sol en marbre, et je sors en trombe en criant quelque chose de mémorable et de badass. On pourrait penser que j'attraperais le microphone et que je livrerais une contre-attaque dévastatrice qui la ferait pleurer des larmes de mascara dans son champagne cher. On pourrait penser que je lui jetterais au moins un petit pain à la tête. Mais non, rien de tout ça ne s'est produit. Parce que voilà le truc quand on est pris au dépourvu par une humiliation publique, votre corps passe dans un mode pilote automatique bizarre où vous devenez anormalement calme. C'est comme si votre cerveau décidait que puisque vous êtes déjà en enfer, autant être poli. Alors, au lieu de faire une scène, j'ai calmement mis la main dans la poche de ma veste lentement, délibérément, comme si je cherchais un paquet de chewing-gum ou peut-être des pastilles à la menthe et j'ai sorti une petite clé en laiton. Rien d'extraordinaire, juste une vieille clé ordinaire, mais celle-ci avait une petite étiquette attachée avec 2 chiffres et une lettre, 23C. Je l'ai posée sur la nappe blanche, juste à côté de la crème brûlée que personne n'avait encore touchée parce que nous étions trop occupés à regarder mon mariage imploser en temps réel. La clé a fait un petit tintement en touchant l'assiette. Un son si minuscule. Mais dans ce moment de silence, ça aurait tout aussi bien pu être un coup de feu. Rose était toujours debout là, se prélassant dans son moment de gloire, pensant probablement qu'elle venait de livrer la réplique du siècle. Elle avait ce petit sourire suffisant sur le visage,
le genre d'expression qui disait qu'elle pensait avoir gagné quelque chose. Ses amis gloussaient encore, planifiant probablement déjà comment elle raconterait cette histoire à leur prochaine réunion de club de lecture où l'on ne discutait jamais vraiment de livres. Mais j'ai alors remarqué que quelque chose changeait. Son père, Richard, avait applaudi avec tout le monde, ces applaudissements polis et gênés que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre de leurs mains. Mais ces applaudissements se sont arrêtés, se sont figés en l'air, les mains suspendues comme s'il avait été mis sur pause par une télécommande. J'ai regardé les yeux de Richard se poser sur cette clé en laiton, puis sur le petit mot que j'y avais attaché. Son visage, qui était rouge de vin cher et de gêne par procuration quelques secondes auparavant, a commencé à se vider de sa couleur. Comme si quelqu'un avait ouvert une valve au bas de son crâne et que tout le sang s'en écoulait. Il est passé de papa de country club au joue rose à blanc comme un fantôme en environ 3 secondes à peine. C'était en fait assez impressionnant d'un point de vue médical. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, puis rouverte comme un poisson cherchant de l'air sur un quai. Sa main s'est tendue vers la clé, tremblant légèrement, mais il ne l'a pas prise. Il la fixait simplement comme si elle pouvait exploser. Puis il a croassé, et je veux dire littéralement croassé. Sa voix est sortie étranglée et désespérée. « Rose, dis-moi que tu ne l'as pas fait. » 6 mots. C'est tout ce qu'il a réussi à dire. Mais ces 6 mots portaient le poids d'un homme qui réalisait soudain que sa fille venait de faire une erreur d'une manière qui ne pouvait être réparée avec de l'argent, des relations ou un appel à son ami avocat qui lui devait une faveur. Ces 6 mots contenaient l'horreur naissante d'un père qui venait de voir son empire soigneusement construit commencer à s'effriter parce que sa fille n'avait pas pu tenir sa langue pendant une putain de soirée. Le sourire de Rose vacilla juste un peu. Une fissure dans la façade. Elle regarda son père, puis la clé, puis de nouveau moi. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. C'était peut-être de l'inquiétude. C'était peut-être de la peur. C'était peut-être la première lueur de compréhension qu'elle venait de commettre une erreur catastrophique. Mais c'était trop tard. Bien trop tard. La clé était sur la table. Le mot était visible, et son père avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque dans sa bisque de homard. Le truc avec la vengeance, c'est que les gens s'attendent toujours à ce qu'elle soit bruyante et dramatique. Ils s'attendent à des cris, des menaces et peut-être quelques légers dommages matériels. Mais la meilleure vengeance, celle qui marque vraiment, elle est silencieuse. Elle est calculée. C'est une clé en laiton posée sur une table à côté du dessert pendant que 80 personnes regardent en silence confus. C'est l'expression sur le visage de votre beau-père quand il réalise que son gendre n'est pas la mauviette qu'il pensait. C'est le moment où tout le monde dans cette pièce comprend que quelque chose d'important vient de se produire, même s'ils ne savent pas encore tout à fait quoi. Coffre 23C. 2 chiffres et une lettre. Une combinaison si simple. Mais parfois, les choses les plus simples sont celles qui ont le plus de poids. Et alors que j'étais assis là à regarder le visage de Richard passer par plusieurs étapes de panique, à voir la confiance de Rose commencer à faiblir, à observer ses amis cesser lentement de rire en sentant le changement d'énergie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Le calme. La satisfaction sereine d'un homme qui vient de jouer sa main à la perfection. Ils voulaient un toast? Eh bien, ils en ont eu un. Ils voulaient du drame? Oh, chérie, le spectacle ne faisait que commencer. Et le meilleur dans tout ça? Je n'avais pas dit un seul mot. Donc, voilà Rose, toujours debout en bout de table comme si elle attendait une standing ovation qui n'allait jamais venir. Et son père, assis là, l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que tout son portefeuille d'actions était investi dans Enron, vers 2001. La pièce a maintenant cette énergie étrange, comme si tout le monde voulait à la fois partir mais ne pouvait pas non plus détourner le regard du désastre qui se déroulait sous leurs yeux. C'est la même énergie que vous ressentez lorsque vous passez devant un accident de voiture sur l'autoroute. Vous savez que vous ne devriez pas regarder, mais bon sang, si vous ne ralentissez pas pour mieux voir. Moi, j'en avais fini. Complètement et totalement fini. Pas de la manière dramatique, je sors d'ici en claquant toutes les portes que je peux trouver, mais de la manière, j'ai mieux à faire que de regarder ce cirque continuer. J'ai reculé ma chaise de la table, et laissez-moi vous dire que même cette simple action semblait chargée de sens. Les pieds de la chaise ont fait ce petit bruit de frottement poli contre le sol en marbre. Pas assez fort pour attirer l'attention,
pas assez dramatique pour donner l'impression que je faisais une déclaration, juste assez pour signaler que je quittais ce cauchemar. Je n'allais pas donner à ces gens la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Ce n'était pas Jerry Springer. Ce n'était pas Maury Povich. Ce n'était pas une émission de télé-réalité de bas étage où les gens se jettent des verres et renversent des tables pendant qu'une musique dramatique joue en fond sonore. Je me suis levé lentement, j'ai ajusté ma veste car même dans les moments de catastrophe personnelle, il y a quelque chose à dire sur le maintien de sa dignité et j'ai commencé à marcher. Juste marcher, un pied devant l'autre, comme un homme qui avait un endroit où être qui n'était pas cette maudite fête d'anniversaire de l'enfer. Je suis passé devant les plateaux de dessert qui étaient encore bien garnis parce que tout le monde avait été trop occupé à regarder mon humiliation publique pour manger les petits fours hors de prix. Je suis passé devant la fontaine de chocolat sur laquelle Rose avait insisté, même si j'avais soutenu que les fontaines de chocolat étaient de mauvais goût et me rappelaient les booms de collège. Devinez qui avait raison. Je suis passé devant la sculpture de glace de deux signes formant un cœur parce qu'apparemment, rien ne dit, amour durable, comme de l'eau gelée qui va fondre en une flaque avant minuit. Puis je suis passé devant l'oncle Jerry, le frère de la mère de Rose, qui était complètement saoul et essayait de subtiliser discrètement des bouteilles de vin comme s'il était à une sorte de buffet à volonté. Il avait une bouteille rouge de ce qui était probablement un cabernet à 200 € à moitié dans sa veste de sport, regardant nerveusement autour de lui pour voir si quelqu'un avait remarqué. J'ai remarqué, Jerry. J'ai remarqué. Et honnêtement, bien joué. Prends le vin. Prends tout le vin. Prends tout le bar si tu veux. C'est moi qui ai payé de toute façon, alors autant que quelqu'un en profite. Au moins, Jerry avait la décence de me voler au lieu de m'humilier publiquement. C'est le genre d'intégrité que je peux respecter. Je suis arrivé à l'entrée principale où se tenait le voiturier. Un gamin qui ne pouvait pas avoir plus de 22 ans, portant un gilet de 2 tailles trop grand pour lui et un nœud papillon qui semblait l'étrangler lentement. Il m'a vu arriver et s'est immédiatement redressé, probablement reconnaissant d'avoir quelque chose à faire à part rester là et faire semblant de ne pas avoir entendu ma femme me traiter de perdant devant Dieu et tout le monde. Il m'a fait un grand sourire innocent et m'a salué joyeusement. « Votre voiture, monsieur ?» demanda-t-il, attrapant déjà son petit presse-papier où il avait noté quel véhicule appartenait à quel invité. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ce pauvre gamin n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer à l'intérieur. Il faisait juste son travail, étant poli, essayant de gagner ses pourboires pour la nuit. Une partie de moi l'enviait. Une partie de moi voulait être lui. Quelqu'un qui pouvait exister à la périphérie de ce désastre sans être réellement pris dans le rayon de l'explosion. Non, merci, dis-je, et je ne pus m'empêcher de laisser un petit sourire amer se dessiner sur mon visage. J'aimerais faire une longue promenade après avoir été publiquement castré. Le sourire du gamin se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'avait aucune idée de comment répondre à ça. Et honnêtement, je ne lui en voulais pas. Ce n'est pas le genre de choses qu'on aborde dans la formation des voituriers. Comment gérer les invités ivres? Bien sûr. Que faire si quelqu'un vomit sur ses propres chaussures? Absolument. Comment répondre quand un invité fait une blague sur l'implosion de son mariage? Ouais, ça, ce n'est pas dans le manuel. Il est juste resté là, la bouche légèrement ouverte, son presse-papier pendant mollement à son côté. J'ai ri, un rire court et sec qui a probablement semblé un peu déséquilibré. Il n'a pas ri avec moi, mais moi si, parce qu'à ce stade, que faire d'autre? J'ai commencé à descendre la colline, laissant le lieu de réception derrière moi. L'espace événementiel était l'un de ces endroits que les riches louent quand ils veulent frimer. Tout en colonnes de pierre, murs couverts de lierre et ces éclairages sophistiqués qui donnent à tout l'air de sortir d'un magazine de décoration. Il était perché au sommet d'une colline surplombant la vallée, et l'allée descendait en serpentant à travers des jardins parfaitement entretenus avec ces petites lumières solaires bordant le chemin. Très pittoresque, très romantique, c'est ici que les contes de fées deviennent réalité. Sauf que mon conte de fées s'était transformé en histoire d'horreur quelque part vers le moment où Rose a décidé que j'étais une cible acceptable pour la moquerie publique. L'air frais du soir a frappé mon visage pendant que je marchais, et j'ai pris une profonde inspiration, la laissant remplir mes poumons. C'était bon, pur, comme si je respirais pour la première fois depuis des heures, peut-être des années. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de ces teintes ridicules d'orange et de rose qui ont l'air fausses mais ne le sont pas. La nature offrait un spectacle,
complètement indifférente au drame personnel d'un homme d'âge moyen dont la femme venait de mettre le feu à leur mariage pour rire. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Le monde continuait de tourner. Le soleil continuait de se coucher. La vie continuait, que vous passiez la pire nuit de votre vie ou non. Au bas de la colline, juste là où l'allée chic rejoignait la route normale où les gens normaux conduisaient leur voiture normale, mon camion attendait. Un beau camion fiable et sans prétention, un Ford F-150, bleu foncé, avec juste assez de boue sur les pneus pour montrer qu'il servait réellement à travailler au lieu de rester dans un garage comme un symbole de statut. Rose avait toujours détesté ce camion. Elle voulait que j'achète quelque chose de plus sophistiqué, une BMW, une Mercedes, quelque chose qui crie « J'ai de l'argent et j'ai besoin que vous le sachiez ». Mais j'ai gardé le camion, en partie parce qu'il était pratique, en partie parce que ça l'ennuyait, et en partie parce que parfois, vous avez besoin de quelque chose dans votre vie qui soit juste à vous, qui n'ait été ni touché, ni influencé, ni critiqué par personne d'autre. Je me suis arrêté quand je l'ai atteint, passant ma main sur le métal frais du haillon. Et puis j'ai souri. Vraiment souri pour la première fois de la nuit parce que j'ai remarqué quelque chose que j'attendais de remarquer. Quelque chose que j'avais planifié il y a des mois. La plaque d'immatriculation. Elle se terminait par 23C. La même combinaison que la clé du coffre que je venais de laisser sur la table à côté de la crème brûlée. La même clé de coffre qui avait fait pâlir le visage de Richard comme si quelqu'un avait vidé son âme. La même clé de coffre qui représentait l'aboutissement de mois de planification et de préparation minutieuse. Était-ce poétique? Peut-être. Était-ce mesquin? Absolument. Est-ce que ça m'importait? Pas le moins du monde. Certains pourraient appeler ça excessif, d'assortir sa plaque d'immatriculation à son plan de vengeance. Ces gens auraient probablement raison. Mais voilà le truc, quand on est systématiquement méprisé pendant 15 ans, on gagne le droit d'être un peu extra quand on décide enfin de faire quelque chose. On gagne le droit d'avoir des plaques d'immatriculation et des clés de coffre assorties. On gagne le droit de planifier sa stratégie de sortie avec le genre d'attention aux détails habituellement réservé aux opérations militaires ou aux cases très compliquées. J'ai sorti mes clés de ma poche, les clés normales, pas la clé de coffre en laiton qui causait actuellement des crises de panique à ma fête d'anniversaire, et j'ai déverrouillé le camion. L'intérieur sentait le café, le cuir et cette odeur particulière de chaos contrôlé qui vient du fait d'utiliser réellement son véhicule pour autre chose que les trajets pour aller bruncher. Je suis monté derrière le volant, j'ai ajusté le rétroviseur et je suis resté assis un moment dans l'obscurité grandissante. En haut de la colline, je pouvais voir les lumières du lieu de réception, chaleureuses et accueillantes, comme si de rien n'était. Je pouvais imaginer Rose là-haut, essayant probablement encore de comprendre ce qui venait de se passer. Son père, probablement en pleine dépression. Sa mère, exigeant probablement des explications que personne ne pouvait encore lui donner. Mais ce n'était plus mon problème. Pas ce soir. Peut-être plus jamais. J'ai tourné la clé dans le contact, et le moteur a vrombé avec ce grognement satisfaisant que seul un moteur de camion bien entretenu peut produire. Je l'ai mis en marche avant, j'ai vérifié mes rétroviseurs comme un adulte responsable, et je me suis éloigné du trottoir. Pas de crissement de pneus, pas d'accélération dramatique, juste un homme s'éloignant d'une fête qu'il avait techniquement organisée pour lui-même, se dirigeant vers un avenir qui semblait soudain beaucoup plus intéressant que son passé. En conduisant, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur sur les lumières du lieu de réception qui s'éloignaient. Au revoir, Rose. Au revoir, les fêtes chics. Au revoir, 15 ans à me contenter de moins que ce que je méritais. Bonjour, coffre 23C. Bonjour, la paperasse. Bonjour, douce vengeance calculée. Appelez ça poétique. Appelez ça mesquin. J'appelais ça de la paperasse. Et j'allais savourer chaque signature. Donc, pendant que Rose et sa bande de pain-bêche étaient probablement encore à la fête, ricanant sur le fait que je devais me faire pousser des couilles et se félicitant d'être si audacieuse et courageuse, j'étais à 130 km de la Lakeside Motel, chambre 6 pour être exact. Et laissez-moi vous dire que le Lakeside Motel n'allait pas remporter de prix pour l'hébergement de luxe de sitôt. Cet endroit faisait passer un motel 6 pour le Ritz-Carlton, mais il avait 3 avantages, c'était bon marché. C'était loin de Rose et de son cirque. Et surtout, personne là-bas ne se souciait de qui j'étais ou du genre de nuit que j'avais passé. La chambre elle-même était exactement ce à quoi on peut s'attendre d'un endroit appelé le Lakeside Motel qui facture 49 € la nuit.
La moquette était de cette couleur marron industriel spécialement conçue pour cacher des décennies de taches auxquelles on ne veut pas penser. Le couvre-lit avait un motif que l'on ne pouvait décrire que comme agressivement floral dans des tons d'orange et de marron qui n'avaient pas été à la mode depuis 1978. Il y avait une télé vissée à la commode car apparemment, le vol de téléviseur était une préoccupation sérieuse ici et elle captait environ cette chaîne si vous teniez votre bouche correctement et vous teniez sur une jambe. La salle de bain avait à peu près la taille d'une cabine téléphonique, avec une douche qui avait exactement 2 réglages de pression d'eau, un filet décevant ou une lance à incendie essayant d'enlever votre couche supérieure de peau. Mais le vrai charme de la chambre si c'était la vue. Et j'utilise le mot « charme » de manière très vague ici. La fenêtre donnait sur ce que le motel appelait avec optimisme un « lac », mais qui était en réalité plus un grand étang qui se prenait pour ce qu'il n'était pas. La moitié était gelée parce qu'on était fin octobre et apparemment ce plan d'eau particulier n'avait pas reçu le mémo sur le fait de rester liquide toute l'année. Sur les bords, il y avait ces roseaux à l'air triste, bruns et desséchés, qui sortaient de la glace comme la version naturelle d'une mauvaise journée capillaire. Très romantique, très pittoresque, c'est ici que les rêves viennent mourir. Mais honnêtement, après la soirée que j'avais passée, ces roseaux à moitié gelés étaient une amélioration significative par rapport aux lustres en cristal et aux sculptures de glace. Le radiateur dans le coin cliquetait comme s'il essayait de communiquer en code morse, ou peut-être comme s'il abritait le fantôme d'un raton laveur très en colère. Toutes les quelques minutes, il claquait et dégageait une odeur de brûlé qui me faisait me demander si je devais m'inquiéter d'une intoxication au monoxyde de carbone. Mais il produisait de la chaleur, en quelque sorte, et c'était suffisant pour moi. Je n'étais pas là pour l'ambiance. Je n'étais pas là pour une bonne nuit de sommeil. J'étais là parce que parfois, quand votre vie implose lors d'une fête chic, vous avez besoin de vous regrouper quelque part où personne ne penserait jamais à vous chercher. J'ai laissé tomber mes clés sur la table de chevet, qui chancelait parce qu'un pied était plus court que les autres, naturellement, et je me suis assis sur le lit. Les ressorts ont grincé de manière inquiétante comme s'ils débattaient de leur capacité à supporter mon poids. Je n'avais pas apporté grand-chose avec moi. Pas de sac de nuit rempli de produits de toilette et de vêtements de rechange comme si je planifiais une sorte d'escapade. Pas de fusil ou d'arme ou quoi que ce soit qui ferait ressembler ça à la scène d'ouverture d'un drame policier où le mari lésé pète les plombs. Juste une chose, une mallette en cuir noir qui semblait complètement déplacée dans ce bouge de motel. J'ai posé la mallette sur le lit à côté de moi et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers, chacun étiqueté avec des onglets soignés et professionnels qui criaient « Je planifie ça depuis un moment et je ne plaisante pas ». Le premier dossier, plan A, divorce. Propre, simple, direct. Toute la paperasse déjà rédigée, déjà examinée, déjà notariée. Il ne manquait que les signatures. Le deuxième dossier, plan B, expulsion, car apparemment, quand on manque systématiquement de respect à quelqu'un pendant 15 ans, on ne peut pas continuer à vivre dans la maison qu'il a achetée. Et le troisième dossier, mon préféré, plan C, nucléaire. Je ne l'avais pas encore ouvert. Je le gardais pour plus tard. Comme un bon vin ou un très bon morceau de chocolat, certaines choses sont destinées à être savourées au bon moment. J'ai sorti mon téléphone, qui vibrait par intermittence avec des textos et des appels que j'ignorais joyeusement, et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais, Madame Ariatelli, Esquire, avocate spécialisée en succession extraordinaire. La femme qui m'avait aidé à mettre tout ça en place, qui avait écouté mes idées qui devaient paraître folles au début, et qui avait simplement hoché la tête et dit « Je peux travailler avec ça ». J'adorais Madame Ellie. Pas d'une manière romantique, la femme avait 73 ans et était heureusement mariée à sa femme depuis 40 ans, mais je l'aimais de la manière dont on aime quelqu'un qui vous voit sous votre jour le plus vindicatif et ne juge pas, se contente de prendre des notes. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle. Pas de préambule, pas de banalité. C'était une autre chose que j'aimais chez Madame Ellie. Elle ne perdait pas de temps avec les politesses. Je suppose que le toast a eu lieu. Oh, il a eu lieu, dis-je, m'adossant à la tête de lit, qui a immédiatement protesté avec un grand craquement qui m'a fait me demander si j'allais finir par terre. Elle m'a traité de perdant qui signe les chèques mais qui ne sera jamais son véritable amant. Devant 80 personnes, y compris son père. Il y eut une pause. Puis, Madame Ellie a fait ce son qui était à moitié un rire, à moitié un grognement. Eh bien, c'est certainement un motif pour activer la clause. Avez-vous laissé la clé? Je l'ai laissée juste à côté de la crème brûlée,
ai-je confirmé. Richard avait l'air d'être sur le point d'avoir une attaque. C'était magnifique. J'imagine, dit Madame Ellie, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Alors, on le fait. On le fait vraiment. Activez le 23C, dis-je calmement, fermement, comme si je commandais un café au lieu de déclencher un plan soigneusement orchestré qui démantèlerait toute la vie de ma femme. Démarrer le calendrier. Elle n'a pas demandé pourquoi. C'était le truc avec les avocats comme Madame Ellie. Les très bons. Ceux qui pratiquaient le droit depuis avant ma naissance. Ceux qui avaient vu toutes les saveurs du drame et du dysfonctionnement humain. Ils n'avaient pas besoin d'histoire. Ils n'avaient pas besoin d'explications ou de justifications ou de longs discours sur les sentiments blessés et la confiance brisée. Ils avaient juste besoin de signatures. Ils avaient besoin de faits. Ils avaient besoin de dates, d'heures et de documents notariés. Les trucs émotionnels? C'était mon problème. Son travail était de s'assurer que tout était légal, à toute épreuve et absolument blindé. Je déposerai la paperasse lundi matin à la première heure, dit-elle, tout à fait professionnelle maintenant. Le calendrier dont nous avons discuté nous amène à une exécution complète dans les 45 jours, en supposant qu'il n'y ait pas de complications. Cependant, je dois vous dire que je n'ai jamais vu un contrat de mariage avec une clause comme celle-ci. C'est soit du génie, soit de la folie. Peut-être les deux. Les deux, ai-je convenu. Certainement les deux. Vous savez, elle va se battre, a prévenu Madame Ellie. Elle va engager des avocats, des chers. Ils vont essayer de faire valoir que vous l'avez forcée à signer, qu'elle ne comprenait pas ce à quoi elle consentait, que la clause est abusive. Laissez-les essayer, dis-je. Vous avez 14 mois de préparation de votre côté. Vous avez tout documenté. Et elle a signé ce contrat de mariage en regardant une vidéo YouTube sur la décoration des manteaux de cheminée. Nous avons l'historique de navigation pour le prouver. Madame Ellie a ri, un rire franc qui m'a fait sourire malgré tout. Vous savez quoi? Je pratique le droit depuis 47 ans. J'ai traité des divorces, des successions, des fiducies, vous imaginez bien. Et ça? Ça va être le cas le plus satisfaisant sur lequel j'ai travaillé depuis des décennies. Pas pour l'argent, bien que les heures facturables soient appréciables, mais parce que parfois, juste parfois, vous avez l'occasion d'aider quelqu'un qui mérite vraiment de l'aide. Nous avons parlé quelques minutes de plus, passant en revue les détails, confirmant les calendriers, nous assurant que toutes les pièces étaient en place. Madame Ellie préparait cela depuis 14 mois. 14 mois de planification minutieuse, de dépôt de documents stratégiques, de réunions tranquilles dans son bureau où nous avions examiné tous les scénarios possibles. Elle était comme Batman, si Batman portait des tailleurs pantalons raisonnables et avait un diplôme en droit de Yale au lieu d'une cape et d'une histoire tragique. Bon, d'accord. Je suppose que j'avais maintenant une sorte d'histoire tragique. Mais Madame Ellie avait l'expertise juridique, et c'est ce qui comptait. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis dans la pénombre de la chambre 6, écoutant le radiateur cliqueter et regardant le lac à moitié gelé avec ses roseaux tristes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Rose. Je n'ai même pas pris la peine de le lire. J'ai simplement posé le téléphone face contre la table de chevet et je l'ai laissé vibrer jusqu'à l'oubli. Elle pouvait envoyer des textos autant qu'elle voulait. Elle pouvait appeler jusqu'à ce que ses doigts tombent. Ça n'avait plus d'importance. Les roues étaient en mouvement. La paperasse était en cours de dépôt. Le calendrier était activé. J'ai regardé les 3 dossiers étalés sur le lit à côté de moi. Plan A, plan B, plan C. 15 ans de mariage, réduit à 3 dossiers dans une mallette en cuir dans une chambre de motel qui sentait légèrement le moisi et les rêves brisés. Mais vous savez quoi? Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Comme si j'avais porté un poids énorme et que je l'avais enfin posé. Le Lakeside Motel, chambre 6, avec son radiateur cliquetant et sa vue décevante, avait un meilleur Wi-Fi que mon mariage n'en a jamais eu. Et demain, quand Rose se réveillerait et commencerait à réaliser que la clé que j'avais laissée n'était pas juste un geste dramatique mais le premier domino d'une très longue chaîne, eh bien, ça allait être un sacré spectacle. Je me suis étiré sur le lit, ignorant les ressorts qui protestaient, et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 15 ans, j'ai dormi comme un bébé. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière. 2 années entières avant le toast qui a résonné dans toute la salle. Avant la clé en laiton et la crème brûlée,
avant que le visage de Richard ne devienne couleur papier d'imprimante et que le monde de Rose ne commence son effondrement au ralenti. 2 ans avant que je ne devienne le type dormant dans une chambre de motel avec pourvu des roseaux à moitié gelés. À l'époque où j'avais encore de l'espoir, ou peut-être de l'illusion. La ligne entre ces deux choses devient assez floue quand on est marié à quelqu'un comme Rose. C'était un mardi après-midi, ce qui est déjà un jour de la semaine suspect si vous voulez mon avis. Rien de bon n'arrive jamais un mardi. Les lundis, on s'attend à ce qu'ils soient terribles, donc au moins on est préparé. Les mercredis, on est à mi-parcours et on peut voir la lumière au bout du tunnel. Mais les mardis. Les mardis sont juste là, à rôder, attendant de vous jouer des tours quand vous vous y attendez le moins. Rose et moi étions assis dans notre bureau à domicile. Enfin, assis et généreux. J'étais assis au bureau, essayant de m'occuper de la paperasse pour notre planification successorale. Rose était perchée sur le canapé en cuir de l'autre côté de la pièce, téléphone à la main, complètement absorbée par les dernières horreurs qu'Internet avait à offrir ce jour-là. « Chérie, j'ai besoin que tu signes ça », avais-je dit, désignant la pile de documents que Madame Ellie avait préparés. Des trucs de planification successorale. Des choses d'adultes ennuyeuses comme les testaments, les fiducies et la distribution des biens. Le genre de paperasse qui vous fait vitrifier les yeux et votre cerveau s'éteint en autodéfense. C'est juste pour mettre à jour nos informations de bénéficiaires et quelques trucs de fond en fiducie. De la simple maintenance juridique de routine. Même homme, avait marmonné Rose, sans même lever les yeux de son téléphone. Son pouce défilait à une vitesse fulgurante, ce geste universel de quelqu'un qui est physiquement présent mais mentalement parti dans une autre dimension. Je pouvais voir le reflet de son écran dans la fenêtre derrière elle. Pinterest. Bien sûr que c'était Pinterest. Le site web où les rêves de maison parfaite et de vie parfaite allaient narguer les gens ordinaires avec leur inadéquation. Rose, ai-je réessayé? C'est assez important. Nous devons les faire certifier avant vendredi. Oui, oui. Pose-les sur la table basse. Je les signerai, dit-elle, agitant vaguement sa main libre dans ma direction sans quitter son téléphone des yeux. Sur l'écran, je pouvais voir qu'elle regardait des photos de manteaux de cheminée. Des manteaux de cheminée décorés de ce qui semblait être de fausses hortensias de différentes teintes de violet et de blanc, arrangés dans des seaux en métal vieilli qui coûtaient probablement plus cher qu'une mensualité de voiture. Tu penses qu'on devrait redécorer le manteau du salon? Je pense à une ambiance de ferme plus rustique. Ces hortensias sont magnifiques. Je les regardais pendant un long moment. J'étais là, essayant de m'occuper de documents juridiques sérieux qui détermineraient ce qu'il adviendrait de tout ce que nous possédions, et elle s'inquiétait pour de fausses fleurs. De fausses fleurs. Même pas des vraies qui mourraient et devraient être remplacées, mais des synthétiques qui resteraient là à prendre la poussière en prétendant être vivantes. C'était presque poétique d'une manière déprimante. Un peu comme notre mariage, maintenant que j'y pense. Bien sûr, chérie, dis-je, car à ce stade, qu'allais-je dire d'autre? J'avais appris il y a longtemps que discuter avec Rose de ses obsessions décoratives, c'était comme essayer d'arrêter la marée avec une cuillère. Futile et épuisant. Les hortensias semblent une excellente idée. Mais sérieusement, peux-tu s'il te plaît signer ça? Madame Ellie en a besoin. D'accord, d'accord, soupira Rose de façon dramatique, comme si je lui demandais de donner un rein au lieu de simplement mettre sa signature sur des documents juridiques. Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, l'a posé sur le coussin du canapé à côté d'elle avec le genre de révérence habituellement réservé aux artefacts religieux, et s'est levée. Elle s'est dirigée vers la table basse où j'avais disposé les documents, tous soigneusement marqués avec ces petites languettes jaunes, signées ici, que les avocats adorent tant. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Voyez-vous, je travaillais avec Madame Ellie sur ces documents depuis environ 3 mois à ce moment-là. 3 mois de planification minutieuse, de formulation stratégique et de ce que Madame Ellie appelait des « mesures de protection ». La majeure partie était de la planification successorale standard. Un langage juridique vraiment ennuyeux sur les fiducies, les distributions et les implications fiscales. Le genre de choses qui ferait fondre le cerveau d'une personne normale par les oreilles. Mais enfoué là-dedans, à la page 47 d'un document de 63 pages, se trouvait quelque chose de spécial. Quelque chose que Madame Ellie et moi avions conçu avec la précision d'horloger suisse et la vindicte de poète bafoué. Clause 19b. Un petit numéro anodin. Facile à manquer si on ne faisait pas attention.
Et Rose, Dieu la bénisse, ne faisait jamais attention. La clause disait, dans un langage juridique très officiel qui prenait 3 paragraphes pour dire ce qui aurait pu être dit en une phrase, dans le cas où l'une ou l'autre des parties se livrerait à des actes publics d'humiliation, de dégradation ou de manque de respect délibéré envers l'autre partie dans un cadre social avec des témoins au nombre de 10 personnes ou plus, le dit comportement constituera un motif de nullité immédiate des droits de succession, des revendications d'actifs et des avantages matrimoniaux tels que décrits dans les sections 12 à 18 de cet accord. Traduit en langage humain normal, si tu m'humilies publiquement devant une foule, tu perds tout. Ton héritage, ta part de nos biens communs, tes avantages matrimoniaux, tout ça disparaît. Pouf. Comme si ça n'avait jamais existé. C'était magnifique. C'était diabolique. C'était probablement le paragraphe le plus satisfaisant à la rédaction duquel j'ai jamais participé. La meilleure partie, la cerise absolue sur le gâteau de cette vengeance? La clause n'exigeait pas de tromperie. N'exigeait pas de vol. N'exigeait pas d'activité criminelle ou de violence ou aucun des suspects habituels qui coulent les mariages. Juste du manque de respect. Du manque de respect public. Le genre de cruauté désinvolte que Rose me servait à petite dose depuis des années, que j'avais avalé, ignoré et fait semblant de ne pas ressentir. Il suffisait d'un grand moment public d'humiliation, et le piège se refermerait. Madame Ellie s'était demandé si cela tiendrait devant un tribunal. C'est créatif, avait-elle dit, ajustant ses lunettes et étudiant le langage que nous avions élaboré. Très créatif, mais aussi potentiellement contestable. Un bon avocat pourrait arguer que c'est trop subjectif. Qu'est-ce qui constitue une humiliation? Qui décide si quelque chose dépasse les bornes? C'est pourquoi nous devons être spécifiques, lui avais-je dit. Nous avons besoin de critères mesurables. Nombre de témoins, cadre public, intention claire de rabaisser ou de manquer de respect. Et nous documentons tout. Chaque commentaire désobligeant qu'elle fait devant les gens. Chaque petite pique. Construire un schéma. Ainsi, lorsque le grand moment arrivera et il arrivera, croyez-moi, nous aurons la preuve que ce n'était pas un événement isolé. C'était un schéma de comportement. Madame Ellie avait souri à cela, un sourire fin et professionnel qui me disait qu'elle avait vu sa part de mariage tenue ensemble par la rancune et l'habitude. Vous êtes soit très intelligent, soit très paranoïaque, avait-elle dit. Puis-je être les deux, avais-je répondu. Donc voilà Rose, debout devant la table basse, stylo à la main, lisant en diagonale 63 pages de documentation juridique comme si elle essayait d'établir un record du monde. Sauf qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle survolait. À peine ça. Ses yeux se vitrifiaient devant tous les « ci-après », nonobstant, et, partie de la première part, que les avocats utilisent pour s'assurer que personne ne comprend vraiment ce qu'ils signent. Toutes les quelques pages, elle tournait vers une languette jaune, griffonnait sa signature qui était devenue de plus en plus négligée au fil des ans, ai-je remarqué et passait à la suivante. C'est tellement ennuyeux, s'est-elle plainte à mi-chemin de la pile. Pourquoi les avocats doivent-ils utiliser autant de mots? Ne peuvent-ils pas simplement dire les choses comme des gens normaux? C'est pour nous protéger, dis-je doucement, la regardant signer page après page sans lire un seul mot. S'assurer que tout est légal et contraignant. Ouais, eh bien, c'est quand même ennuyeux, marmonna-t-elle. Elle était maintenant à la page 46. Encore une page avant la clause 19b. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer légèrement, bien que j'ai gardé mon visage complètement neutre. C'était le moment. Le moment de vérité. Allait-elle vraiment la lire? Quelque chose attirerait-il son attention? Poserait-elle des questions? Page 47. Elle l'a tournée, a trouvé la languette jaune marquant sa ligne de signature en bas, et a signé. Juste comme ça. Pas d'hésitation, pas de lecture, pas de question. Sa signature, Rose Monsieur Patterson, serpentait sur la ligne à l'encre bleue, la liant légalement à des termes dont elle ne connaissait même pas l'existence. C'était presque trop facile, presque décevant. J'avais fait de ce moment un événement énorme dans ma tête, et elle l'a juste traversé en pensant à de fausses fleurs. Voilà, dit-elle, signant la dernière page avec une fioriture et laissant tomber le stylo sur la table. Fini. Heureux maintenant? Je peux retourner à mes manteaux de cheminée. Très heureux, dis-je, rassemblant soigneusement les documents, en veillant à ne pas tacher l'encre fraîche. Merci, chérie. Je les donnerai à Madame Ellie demain.
Rose était déjà de retour sur le canapé, téléphone à la main, faisant défiler d'autres photos de décors de ferme. On devrait absolument prendre ces hortensias, dit-elle distraitement. Et peut-être quelques-uns de ces seaux en métal vieillis. Très tendance en ce moment. Bien sûr, chérie, dis-je, glissant les documents dans un dossier, puis dans ma mallette. Tout ce qui te fait plaisir. Et c'est tout. C'est le moment qui a scellé son destin. 2 ans avant qu'elle ne se lève à notre fête d'anniversaire et ne me traite de perdant devant 80 personnes, elle avait signé l'abandon de son avenir en faisant du shopping pour de la décoration intérieure. Elle avait déclenché son propre piège en regardant une vidéo sur la façon d'arranger de fausses fleurs dans des contenants rustiques. Elle s'était jouée elle-même, comme disent les jeunes, et elle ne le savait même pas. J'ai apporté ces documents à Madame Ellie le lendemain. Elle les a notariés, classés et enfermés dans son coffre-fort. Eh bien, avait-elle dit, apposant son sceau officiel sur la dernière page. Voilà qui est fait. Espérons que vous n'aurez jamais à utiliser ça. Espérons, avais-je convenu. Mais même alors, 2 ans avant le toast, je savais mieux. Je connaissais Rose. Je connaissais sa cruauté désinvolte, son besoin d'être le centre de l'attention, son manque total de conscience de l'effet de ses paroles sur les autres. Ce n'était pas une question de si elle franchirait la ligne. C'était quand. Et je serais prêt. La clause 19B attendrait, patiente comme une mine terrestre, le moment où elle irait enfin trop loin. Du rose tout craché, en effet. Elle avait signé ses propres papiers de divorce en choisissant entre des hortensias violets et blancs. On ne pourrait pas inventer ça même en essayant. Pendant ce temps, de retour à la fête parce que bien sûr, cette histoire doit revenir sur les lieux du crime comme une sorte de thriller de vengeance, Richard Patterson était en train de vivre ce que les professionnels de la santé qualifieraient probablement d'événement cardiovasculaire. Significatif. Pas une crise cardiaque complète, remarquez, mais certainement dans le voisinage. Ses mains tremblaient, son col semblait soudain trop serré, et cette clé en laiton posée sur la table à côté de la crème brûlée intacte le fixait comme si elle contenait les secrets de l'univers, ou du moins les secrets de sa ruine financière imminente. Or, Richard Patterson n'était pas un homme stupide. On ne bâtit pas un empire immobilier commercial prospère en étant stupide. On ne navigue pas à travers des décennies de transactions commerciales impitoyables, d'entrepreneurs véreux et de réunions de commissions d'urbanisme en étant un idiot. Richard savait des choses. Il comprenait l'effet de levier. Il reconnaissait les démonstrations de force. Et il savait absolument, sans l'ombre d'un doute, qu'une clé en laiton apparaissant au moment exact où sa fille humiliait publiquement son mari n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une clé quelconque tombée de ma poche. C'était un message très spécifique, très délibéré qui faisait monter sa pression artérielle comme s'il venait de s'injecter un expresso en intraveineuse. Le truc avec Richard, c'est qu'il m'avait toujours sous-estimé. Toujours. Depuis le moment où Rose m'a ramené à la maison pour rencontrer la famille il y a 15 ans, il m'avait jaugé et m'avait trouvé adéquate. Pas impressionnant, pas remarquable, juste adéquate. Un gars assez bien avec un travail assez bien qui traiterait probablement sa fille assez bien. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil. Je n'étais pas de la vieille noblesse. Je ne jouais pas au golf au country club, ne naviguais pas sur des yachts ou ne faisais aucune des choses que le cercle social de Richard considérait comme des marqueurs de succès. J'étais juste un gars ordinaire qui était tombé amoureux de sa fille. Et Richard m'avait toléré comme on tolère une berline de milieu de gamme. Elle vous emmène là où vous devez aller, mais vous n'allez pas vous en vanter lors des fêtes. Ce que Richard ne savait pas, ce que personne ne savait vraiment, c'est que, adéquate, peut être un déguisement très efficace. Pendant que tout le monde était occupé à sous-estimer le gars tranquille dans son coin qui ne faisait pas de vagues, le gars tranquille prêtait attention, prenait des notes, planifiait. Et à cet instant, Richard commençait à soupçonner que peut-être, juste peut-être, il avait mal calculé. La fête continuait, en quelque sorte. L'énergie était passée de « célébration d'anniversaire élégante » à « avons-nous vraiment assisté à ça en un temps record ?» Les invités se regroupaient en petits groupes, chuchotant derrière leur flûte de champagne, essayant de décider s'ils devaient partir, rester ou faire comme si de rien n'était. Rose était toujours debout à la table d'honneur, l'air confus et légèrement agacé que son grand moment n'ait pas eu l'effet escompté. Ses amis l'entouraient, lui disant probablement qu'elle était courageuse, magnifique et toutes les autres absurdités que les pimbèches se disent entre elles lorsqu'elles ont collectivement franchi une ligne.
Mais Richard ne prêtait attention à rien de tout ça. Son monde entier s'était rétréci à cette clé et aux petits mots qui y étaient attachés. Ses doigts tremblaient alors qu'il s'en saisissait. Et j'aurais aimé être là pour voir ça. J'aurais aimé regarder en temps réel comment il prenait cette clé, sentait son poids dans sa paume, et lisait le mot que j'avais si soigneusement préparé. Le mot qui disait, de mon écriture, coffre 23C, Première Banque Nationale, agence du centre-ville. Vous devriez peut-être vérifier ça avant lundi. Avant lundi. C'était le coup de grâce. C'était la partie qui allait le faire paniquer parce que Richard Patterson était un homme d'affaires, et les hommes d'affaires comprennent les délais. Ils comprennent que, avant lundi, signifie que vous avez environ 36 heures pour réparer la catastrophe qui est sur le point de se produire. Cela signifie que le temps presse. Cela signifie que quelqu'un a fait un mouvement et que vous êtes déjà en retard. Richard se leva si vite que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa contre le sol en marbre. Personne ne le remarqua, sauf sa femme, Elané, qui lui attrapa le bras avec des ongles parfaitement manucurés et siffla, « Richard, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine affreuse. » « Je dois y aller, » dit Richard, la voix tendue et étranglée. Il n'essayait même plus d'être discret. « Je dois y aller tout de suite. »« Aller ? Richard, nous sommes à la fête d'anniversaire de notre fille. Tu ne peux pas simplement partir. »« Regarde-moi faire, » dit Richard, se dégageant de sa main et fourrant la clé dans sa poche comme si elle était radioactive. Il regarda sauvagement autour de la pièce, repéra Rose qui tenait toujours la cour avec ses amis, et se dirigea droit vers la sortie. Pas d'adieu, pas d'explication, juste un homme de 62 ans dans un costume sur mesure qui courait pratiquement à travers une salle de bal pleine d'invités confus pendant que sa femme l'appelait d'un ton de plus en plus strident. Richard atteignit sa voiture, une Mercedes classe S argentée qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens, en moins de 2 minutes. Son chauffeur, Carlos, était appuyé contre le capot, fumant une cigarette et faisant défiler son téléphone, s'attendant à être là pour au moins 2 heures de plus. Il leva les yeux, surpris, alors que Richard fonçait vers lui comme un homme poursuivi par des abeilles. « Les clés » aboya Richard. « Donne-moi les clés. Je conduis. » Carlos cligna des yeux. En 8 ans de service pour Richard Patterson, l'homme ne s'était jamais conduit lui-même lorsque Carlos était de service. « Monsieur, est-ce que tout ? » « Les clés. »« Maintenant. » Carlos lui tendit les clés, et Richard plongea pratiquement sur le siège du conducteur. Le moteur rugit, et il quitta le parking en trombe avec un crissement de pneus qui violait certainement la politique de « maintenir l'élégance en toutes circonstances » du lieu. Il laissa Carlos debout dans un nuage de gaz d'échappement, se demandant probablement s'il avait encore un travail. Le trajet jusqu'à la Première Banque Nationale prenait normalement environ 30 minutes. Richard le fit en 18, enfreignant environ 47 lois sur la circulation au passage. C'était samedi soir, ce qui signifiait que la banque était fermée aux clients ordinaires. Mais Richard Patterson n'était pas un client ordinaire. Richard Patterson était titulaire d'un compte platine avec le genre de solde qui signifiait que le directeur de la banque avait son numéro de portable personnel et des instructions pour être disponible, dans la mesure du raisonnable, en cas d'urgence. Et si ce n'était pas une urgence, Richard ne savait pas ce que c'était. Il entra dans le parking de la banque, les pneus crissant, et resta assis un moment, serrant le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Son cœur battait la chamade. Sa chemise était trempée de sueur malgré l'air frais du soir. Et cette clé en laiton dans sa poche lui semblait peser environ 1000 livres. Une partie de lui, une très petite partie désespérée, voulait juste s'en aller, prétendre qu'il n'avait jamais vu la clé, retourner à la fête, prendre un autre verre, et s'occuper de ce nouveau cauchemar lundi pendant les heures de bureau normales comme une personne saine d'esprit. Mais Richard n'était pas arrivé là où il était en évitant les problèmes. Il y était arrivé en les affrontant de front, même lorsque les affronter ressemblait à marcher dans un champ de mine en portant des chaussures de clown. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Thomas Garrett, le directeur de la banque, dont le week-end allait devenir beaucoup plus intéressant. « Thomas » dit Richard lorsque l'homme décrocha, sans se soucier des politesses. « J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort. Ce soir. Tout de suite. » Il y eut une pause. « Monsieur Patterson, c'est samedi soir. Il n'y a personne à la salle des coffres. »« Je me fiche que vous deviez venir vous-même et l'ouvrir au chalumeau, » interrompit Richard. « J'ai besoin d'accéder au coffre 23C immédiatement. »
Ce n'est pas une demande. Quelque chose dans la voix de Richard a dû transmettre l'urgence car Thomas soupira et dit « Donnez-moi 40 minutes ». Ce furent les 40 minutes les plus longues de la vie de Richard Patterson. Il resta assis dans sa Mercedes, regardant le soleil se coucher derrière les bâtiments du centre-ville, sentant sa tension artérielle grimper à chaque minute qui passait. Il a essayé de m'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Il a essayé d'appeler Rose pour exiger des réponses. Elle n'a pas décroché, probablement encore à la fête, se prélassant dans ce qu'elle pensait être son moment de triomphe. Il a même essayé d'appeler Elané, mais elle était clairement en colère contre lui pour l'avoir abandonné à la fête et a laissé l'appel aller sur la messagerie vocale après 2 sonneries. Finalement, Thomas arriva dans sa Camry raisonnable, l'air froissé et agacé en pantalon kaki et polo au lieu de sa tenue de travail habituelle. « Monsieur Patterson », dit-il en déverrouillant la porte d'entrée de la banque. « J'espère que c'est vraiment urgent. » « Croyez-moi, » dit Richard d'un air sombre. Ça l'est. Ils traversèrent la banque vide, leurs pas résonnant dans le hall en marbre. Thomas le conduisit jusqu'à la salle des coffres, une zone sécurisée bordée de coffres forts de différentes tailles. Le coffre 23C était de taille moyenne, banal, identique à des dizaines d'autres. Thomas utilisa sa clé maîtresse et la clé en laiton que Richard lui avait fournie, et la petite porte s'ouvrit avec un déclic silencieux qui sembla assourdissant dans la salle des coffres silencieuses. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. Juste 2. Pas d'argent liquide, pas de bijoux, pas d'héritage familiaux ou de certificats d'action ou aucune des choses que les gens gardent habituellement dans des coffres forts. Juste 2 feuilles de papier, soigneusement pliées, qui représentaient le démantèlement complet de tout ce que Richard pensait comprendre de son gendre. Richard les sortit avec des mains tremblantes. Le premier document était un accord de rachat notarié. Ma participation de 49% dans Patterson Commercial Real Estate, la société que Richard et moi avions bâtie ensemble au cours de la dernière décennie, avait été vendue. Pas à un concurrent, pas à un investisseur quelconque, mais à une fondation caritative. La fondation de l'année, plus précisément, avec effet immédiat dès le déclenchement de la clause 19B de mon contrat de mariage avec Rose. Le prix de vente était indiqué comme étant de 1 euro. 1 euro pour une participation d'une valeur d'environ 8 millions d'euros. La vision de Richard se brouilla. Il dut s'appuyer contre le mur de coffre-fort pour ne pas tomber. 8 millions d'euros, donnés pour 1 euro. Sa société, enfin, techniquement notre société, mais il l'avait toujours considérée comme la sienne parce qu'il était Richard Patterson et c'est ainsi qu'il pensait à tout et était maintenant partiellement détenu par une organisation caritative dont il n'avait jamais entendu parler. Et il ne pouvait rien y faire. Le document était notarié, daté de 2 mois, légal et contraignant. Avec des mains qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, Richard déplia le second document. C'était un testament, mon testament, également notarié, également légal. Et il stipulait très clairement qu'en cas de mon décès ou de ma séparation légale d'avec Rose Patterson, tous les actifs, propriétés et avoirs restants seraient transférés non pas à ma femme, non pas à sa famille, mais à Marcus Delaney, 24 ans, vétéran. Unique bénéficiaire de la fondation Delaney. Richard le lut 2 fois, puis 3 fois, puis une fois de plus, parce que son cerveau refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. Qui diable était Marcus Delaney? Pourquoi un gamin de 24 ans au hasard héritait-il de tout? Et plus important encore, depuis combien de temps planifiais-je cela? Thomas se racla la gorge maladroitement. Tout va bien, monsieur Patterson? Richard le regarda, et pour la première fois de ses 62 ans, Richard Patterson n'avait absolument aucune réponse. Son visage était cendreux. Ses paumes transpiraient à travers le papier coûteux. Et quelque part, probablement encore dans ce maudit motel avec un lac à moitié gelé, je dormais paisiblement, sachant que Richard venait de découvrir à quel point il avait sous-estimé le gendre adéquat, le gars tranquille. Celui qui ne faisait pas de vagues, celui qui venait de faire la plus grosse vague de toutes. Son nom était Marcus Delaney, et la première fois que je l'ai rencontré, j'étais presque sûr qu'il pouvait me briser en deux comme un bretzel sans même transpirer. Le type était bâti comme si quelqu'un avait pris une statue grecque, lui avait fait une coupe militaire et lui avait appris à se tenir au garde-à-vous si parfaitement que ma posture d'expert comptable d'âge moyen et avachi ressemblait à un point d'interrogation en pleine crise existentielle. Il avait 24 ans, ce qui signifiait qu'il était assez jeune pour être mon fils si j'avais été un adolescent très irresponsable. Et il se tenait avec ce genre de discipline rigide qui criait « J'ai vu des choses qui feraient pleurer les civils dans leur lateur de prix ».
Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence d'un hôtel bon marché, pas le Lakeside Motel avec son radiateur cliquetant et sa vue déprimante, mais un autre hôtel bon marché à environ 65 km au sud appelé le Restwell Inn. Un nom optimiste compte tenu des murs en papier et de l'autoroute qui passait à environ 10 mètres du bâtiment. La salle de conférence était exactement ce à quoi on peut s'attendre d'un hôtel économique, mur beige, moquette beige, tout beige, avec une longue table qui avait connu des jours meilleurs et des chaises qui grinçaient à chaque fois qu'on bougeait. Il y avait un tableau blanc sur un mur avec les notes d'une réunion précédente encore à peine visible, quelque chose sur les projections de vente du troisième trimestre et l'augmentation des appels à froid et une station de café dans le coin avec l'une de ces cafetières industrielles qui donnait au café un goût de filtration à travers une chaussette de sport. Je suis arrivé le premier, ce qui était intentionnel. Je voulais être celui qui attend, pas celui qui arrive. C'est un petit jeu de pouvoir, mais quand on est sur le point de céder des actifs d'une valeur de 8 millions d'euros à un étranger, on prend tous les jeux de pouvoir qu'on peut. J'avais apporté du café noir dans un thermos parce que je ne faisais pas confiance à la mixture de l'hôtel, et j'étais assis en bout de table quand Marcus est entré à 14 heures précises. Pas 13h59, pas 14h01. Exactement 14 heures, parce qu'apparemment, le corps des marines vous apprend qu'être en avance, c'est être à l'heure, c'est être en retard, et être en retard, c'est inacceptable. Il portait son uniforme de cérémonie, ce à quoi je ne m'attendais pas mais que j'aurais probablement dû prévoir. Veste bleu marine avec plus de médailles et de rubans que je ne pouvais en identifier. Chemise kaki en dessous. Le genre de pli dans son pantalon qui semblait pouvoir couper du papier. Ses chaussures étaient si bien cirées que je pouvais presque voir mon reflet dedans de l'autre côté de la pièce. Et sa posture, oh mon Dieu, sa posture me donnait envie de m'excuser auprès de mon chiropracteur pour toutes ces années d'avachissement. Le type se tenait comme si quelqu'un avait remplacé sa colonne vertébrale par une tige d'acier et lui avait ensuite dit que la survie de l'humanité dépendait du maintien d'un alignement parfait. Monsieur Patterson, dit-il, et même sa voix avait cette qualité militaire, claire, directe, sans mots superflus. C'est moi, dis-je en me levant et en tendant la main. Bien que vous puissiez m'appeler comme vous voulez. Vous êtes sur le point d'hériter des économies de toute ma vie, alors les titres formels semblent un peu ridicules. Il me serra la main. Poigne ferme, pas la poigne écrasante et surcompensée que les hommes peu sur deux utilisent pour prouver quelque chose, mais solide et respectueuse. Marcus Delaney, monsieur, dit-il, et je remarquai qu'il ne souriait pas. Pas d'une manière inamicale, juste d'une manière qui suggérait que sourire n'était pas son réglage par défaut. Je dois admettre que je suis confus quant à la raison de ma présence ici. Rejoignez le club, dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. Il s'assit avec une sorte de précision qui le faisait paraître chorégraphié, dos droit, main jointe sur la table devant lui. Vous voulez du café? Je vous préviens, celui de l'hôtel a un goût de désespoir, mais j'ai apporté un thermos du bon. Je vais bien, merci, monsieur. Arrêtez de m'appeler monsieur, dis-je en me servant une tasse. Vous me faites sentir vieux. Je n'ai que 42 ans. J'ai encore au moins une décennie avant que monsieur ne semble approprié. Cela lui arracha la plus petite trace de sourire. Juste une légère contraction au coin de sa bouche qui disparut presque immédiatement. Progrès. Je me rassis et le regardai un long moment, essayant de trouver par où commencer. Comment expliquez-vous à un parfait inconnu que vous lui donnez tout ce que vous possédez parce que votre femme vous a traité de perdant à votre fête d'anniversaire? Comment condensez-vous 15 ans d'un mariage qui se meurt lentement et 2 ans de planification méticuleuse en une conversation qui ait un sens? On ne peut pas, vraiment. Mais on peut essayer. Votre père m'a sauvé la vie en 2005, dis-je finalement, décidant de commencer par le début. Le saviez-vous? L'expression de Marcus changea légèrement. Pas beaucoup, mais assez pour que je puisse dire que la mention de son père avait touché une corde sensible. Non, monsieur. Il se reprit. Non, je ne le savais pas. Mon père est mort en 2006. J'avais 10 ans. Je ne sais pas grand-chose de ce qu'il a fait avant. C'était un homme bon, dis-je, et je le pensais. L'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontrés, en fait. Nous avons travaillé ensemble sur un chantier de construction à Denver. J'étais jeune, stupide, je pensais tout savoir sur le travail électrique parce que j'avais lu quelques livres et suivi quelques cours. Votre père était le contremaître, et il savait que je racontais des conneries, mais il a été patient. Il ne m'a pas humilié.
Il a juste corrigé tranquillement mes erreurs et s'est assuré que j'apprenne de la bonne manière. Je pris une gorgée de café, me souvenant. Il y a eu un accident. Un câblage défectueux que quelqu'un d'autre avait installé avant notre arrivée. Je ne l'ai pas vu. J'étais sur le point de connecter une boîte de jonction qui aurait envoyé assez d'électricité à travers moi pour me transformer en cierge magique humain. Votre père l'a vu, m'a plaqué pour m'écarter. Nous avons tous les deux heurté le sol durement, mais nous étions en vie. Il m'a sauvé la vie, et je n'ai jamais eu l'occasion de le remercier correctement. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'il était mort. Crise cardiaque, ont-ils dit. Bien trop jeune. 41 ans. La mâchoire de Marcus se contracta légèrement. Il avait 41 ans, confirma-t-il doucement. Il est tombé raide mort dans la cuisine en préparant le petit déjeuner. Ma mère l'a trouvé. Je lui devais tout, dis-je. J'ai essayé de retrouver votre famille après. J'ai essayé d'aider, mais vous aviez déménagé et j'ai perdu votre trace. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai engagé un détective privé. Ça lui a pris 6 mois, mais il vous a trouvé. Corps des Marines, 2 missions en Afghanistan, libéré avec les honneurs. Actuellement consultant en sécurité. 24 ans et déjà plus accompli que la plupart des gens 2 fois votre âge. Marcus sembla mal à l'aise avec les éloges, ce qui, d'une certaine manière, me le rendit plus sympathique. J'ai juste fait mon travail, dit-il. Ouais, eh bien, votre travail consistait à vous faire tirer dessus et à désamorcer des situations qui feraient pisser dans leurs pantalons les gens normaux. Alors, ne minimisons pas les choses, dis-je. Le fait est que je vous ai trouvé, et j'ai réalisé que j'avais enfin une chance de rembourser la dette que j'avais envers votre père. Pas à lui directement, évidemment, mais à vous. Son fils. La personne dont il aurait voulu qu'on s'occupe. Je n'ai pas besoin de charité, dit Marcus, et il y avait de l'acier dans sa voix maintenant. De la fierté. Le genre de fierté qui vient du fait de s'en être sorti tout seul et de ne pas demander l'aumône. Bien, dis-je. Parce que ce n'est pas de la charité. C'est une transaction commerciale. Je ne vous donne pas d'argent par pitié ou par un sentiment de culpabilité mal placé. Je vous le donne parce que contrairement à Rose, c'est ma femme, bientôt ex-femme, vous ne le dépenserez pas en coussins décoratifs et en fontaine à champagne. Cela lui arracha un vrai sourire. Petit mais sincère. Je ne sais même pas ce qu'est une fontaine à champagne, admit-il. Considérez-vous comme chanceux, dis-je. C'est exactement ce que ça semble être, et c'est exactement aussi stupide que vous l'imaginez. Ça m'a coûté 4000 € pour en louer une pour notre fête d'anniversaire le week-end dernier. Vous savez ce qui s'est passé à cette fête? Marcus secoua la tête. Ma femme s'est levée devant 80 personnes et a porté un toast, me traitant de perdant qui signe les chèques mais qui ne sera jamais son véritable amant, dis-je platement. Alors, je lui ai laissé la clé d'un coffre-fort et je suis parti. Cette clé menait à des documents montrant que tout ce que je possède ma part de l'entreprise, mes actifs, tout vous revient maintenant à vous au lieu d'elle. Parce que je préfère donner 8 millions d'euros à un étranger qui a servi son pays qu'à une femme qui a passé 15 ans à me traiter comme un distributeur automatique de billets ambulants avec des compétences médiocres au lit. Marcus cligna des yeux. C'était probablement le plus d'émotion que j'avais vu de sa part depuis son arrivée. 8 millions d'euros, répéta-t-il, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. À peu près, dis-je. En attendant quelques formalités administratives, mais oui. 8 millions d'euros. Peut-être un peu plus, selon l'évaluation de l'entreprise. Votre père m'a sauvé la vie, Marcus. Cette vie a rapporté 8 millions d'euros. Il semble juste que son fils les reçoive au lieu de ma femme ingrate. Il y eut un long silence. Marcus resta assis là, en train de digérer, son visage passant par une série de micro-expressions trop rapides pour que je puisse les lire entièrement. Choc, confusion, incrédulité, peut-être un peu de colère, comme s'il soupçonnait que c'était une sorte de farce élaborée. Finalement, il parla. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Pourquoi ne pas le donner à des œuvres de charité pour les anciens combattants? Pourquoi ne pas simplement le brûler si vous détestez autant votre femme? Pourquoi le donner à un type au hasard que vous ne connaissez même pas ?» Je me penchai en avant, le regardant droit dans les yeux. « Parce que, Marcus, dis-je, et je pouvais me sentir sourire narquoisement malgré le moment sérieux,
contrairement à Rose, vous ne le dépenserez pas en hortensia décoratif et en seau en métal rustique. Contrairement à ses amis, vous ne l'utiliserez probablement pas pour financer leur tournée de réunion de pain-bêche. Contrairement à sa famille, vous l'apprécierez réellement au lieu de le traiter comme si c'était votre droit de naissance. Et contrairement à toutes les personnes présentes à cette fête d'anniversaire qui riaient pendant que mon mariage implosait, vous avez une véritable intégrité. Il rit alors. Il a vraiment ri. C'était nerveux, incertain et semblait le surprendre autant que moi. Mais c'était réel. C'est insensé, dit-il. Ouais, ai-je convenu. Ça l'est vraiment. Mais passer 15 ans marié à quelqu'un qui vous considère comme une source de financement pratique l'est aussi. Payer pour sa propre fête d'anniversaire où l'on se fait griller comme dans une émission de Comédie Centrale l'est aussi. Tout dans ma vie depuis une décennie et demie l'est aussi. La folie semble assez dans le ton à ce stade. Marcus secoua la tête, toujours en train de digérer. « Qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-il finalement. « Rien, dis-je. Soyez simplement un meilleur gardien de cet argent que Rose ne l'aurait été, ce qui, soyons honnêtes, est une barre incroyablement basse. Vous pourriez littéralement en brûler la moitié et vous vous en sortiriez toujours mieux qu'elle. Mais j'espère que vous l'utiliserez pour quelque chose de bien. Lancer une entreprise, aider d'autres anciens combattants, acheter une maison, l'investir ce que vous voulez. C'est à vous. C'est fou, dit à nouveau Marcus, mais je pouvais voir quelque chose changer dans son expression. L'acceptation, peut-être, ou du moins son début. Bienvenue dans mon monde, dis-je en levant ma tasse de café dans un simulacre de toast. Population, nous, apparemment. Il me serra à nouveau la main. Et cette fois, quand je la serrai, c'était différent. Pas seulement une formalité, mais une vraie connexion. Un transfert de confiance d'une génération à l'autre. D'un homme qui avait une dette envers le fils de l'homme qui l'avait sauvé. Marcus Delaney, ex-marine de 24 ans avec une posture qui me faisait mal au dos rien qu'en le regardant. Déjà une meilleure personne que ce que 15 ans de mariage avaient produit. Déjà quelqu'un que je pouvais respecter. Déjà définitivement, absolument mieux que des coussins décoratifs et des fontaines à champagne. De retour en ville, environ 72 heures après le toast qui a résonné dans toute la salle, Rose vivait ce qu'on pourrait appeler une révélation. Sauf qu'au lieu de Jésus, c'était Greg Morrison, Esquire. Et au lieu du salut, il lui offrait une place au premier rang pour regarder toute sa vie partir en vrille. Le bureau de Greg était situé dans l'un de ces immeubles du centre-ville qui criait « Nous facturons à la minute et notre eau coûte plus cher que votre déjeuner ». Des baies vitrées du sol au plafond et des meubles minimalistes qui avaient l'air chers parce qu'ils étaient inconfortables. Le genre d'endroit où même l'air semblait avoir un prix. Rose a fait irruption comme si elle auditionnait pour un rôle dans un feuilleton sur les femmes lésées en quête de justice. Et je veux dire irruption. Pas de rendez-vous, pas d'appel à l'avance, elle a juste dépassé l'assistante de Greg, une jeune femme d'une vingtaine d'années nommée Jennifer qui avait l'air perpétuellement épuisée de traiter avec des clients exigeants. Et a ouvert la porte de son bureau avec une telle force qu'elle a rebondi contre le mur et l'a presque frappé au retour. Elle était en piteux état, ce qui était choquant car Rose Patterson ne faisait pas dans le désordre. Rose Patterson faisait dans les tenues soigneusement choisies, dignes d'Instagram, les cheveux parfaits et le maquillage qui semblait naturel, mais prenait une heure à réaliser. Mais aujourd'hui Rose avait l'air de s'être habillée dans le noir pendant un tremblement de terre. Pas de rouge à lèvres, ce qui était peut-être la chose la plus alarmante de toutes. Rose sans rouge à lèvres, c'était comme un gâteau de mariage sans glaçage. Techniquement toujours fonctionnel, mais profondément faux sur un plan fondamental. Pas de perles, qu'elle portait normalement même pour aller à l'épicerie parce que sa mère lui avait inculqué que les dames s'accessoirisent toujours. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée qui avait abandonné à mi-chemin, avec des mèches qui tombaient autour de son visage. Elle portait un pantalon de yoga rose, qui m'avait dit un jour que les pantalons de yoga en public étaient un signe de déclin de la société et un sweatshirt surdimensionné qui aurait pu être le mien à un moment donné. Elle avait l'air d'avoir pleuré, ce qui était probablement le cas, et ses yeux avaient cette qualité sauvage et désespérée de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a commis une erreur catastrophique. Arrêtez-le, exigea-t-elle, claquant ses mains sur le bureau en acajou de Greg assez fort pour faire sauter sa tasse de café. Vous devez l'arrêter. C'est insensé. C'est illégal. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Greg, à son crédit, n'a même pas bronché.
Il pratiquait le droit de la famille depuis 23 ans, ce qui signifiait qu'il avait vu toutes les saveurs de crise conjugale connues de l'humanité. Des conjoints en larmes. Mardi matin. Des disputes hurlantes dans son bureau. Mercredi après-midi. Quelqu'un menaçant de mettre le feu à la voiture de son ex. C'était jeudi dernier. Greg avait tout vu, tout entendu, et avait développé le genre de calme imperturbable qui ne vient généralement que d'une pratique de méditation intensive ou d'une médication lourde. Il posa son stylo, joignit ses mains sur son bureau et regarda Rose avec l'expression d'un homme qui était payé 400 € de l'heure pour annoncer de mauvaises nouvelles. « Bonjour, Rose, dit-il calmement. S'il vous plaît, asseyez-vous. » « Je ne veux pas m'asseoir, cria Rose, mais elle s'assit immédiatement quand même parce que même au milieu d'une dépression, des années de conditionnement social sur la politesse l'emportèrent. Greg, il prend tout. Tout. La maison, l'entreprise, les comptes. Il ne peut pas faire ça. Dites-moi qu'il ne peut pas faire ça. Greg plongea la main dans le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Pas n'importe quel dossier, mais le dossier. Celui sur lequel je travaillais avec Madame Ellie depuis 2 ans. Celui qui contenait chaque clause soigneusement formulée, chaque paragraphe stratégique, chaque mine juridique que j'avais plantée pendant ces mois où Rose était trop occupée avec Pinterest pour remarquer ce qu'elle signait. Il le fit glisser sur le bureau vers elle, et Rose le regarda comme si c'était un serpent vivant. « Votre mari peut faire ça, dit Greg, son ton neutre, professionnel. En fait, il l'a déjà fait. Tout ce que vous voyez se dérouler en ce moment est complètement légal et contraignant. Vous avez signé les accords, Rose. Plusieurs fois. Avec des témoins et une notarisation. Je pensais que c'était des formulaires de rénovation de maison, balbutia Rose. Et oh, j'aurais aimé être là pour voir le visage de Greg quand elle a dit ça. J'aurais payé de l'argent, du vrai argent, pour le voir traiter cette déclaration. Greg haussa un sourcil, ce qui était l'équivalent juridique de crier « Vous vous moquez de moi ». Il ouvrit le dossier et commença à feuilleter les pages, des dizaines, toutes marquées de ces petites languettes jaunes. « Rose, dit-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant particulièrement lent, ces documents font 63 pages. Ils contiennent des mots comme ci-après, nonobstant et une partie de la première part. Ils ont mon en-tête sur chaque page. Ils vous ont été remis par un notaire qui vous a regardé les signer et a vérifié votre identité. À quel moment de ce processus avez-vous pensé que vous acceptiez de rénover une salle de bain? » Le visage de Rose devint rouge. J'étais occupé. Je planifiais la fête d'anniversaire. J'avais 1 million de choses en tête. Je n'avais pas le temps de lire chaque mot d'eux. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les documents juridiques, interrompit Greg. Et il y avait la plus petite pointe de frustration qui se glissait dans son ton professionnellement neutre. Ce n'est pas comme ça que tout ça fonctionne. Quand vous signez un document juridique, vous certifiez que vous l'avez lu, compris et que vous en acceptez les termes. Que vous soyez occupé à planifier une fête ou à regarder la peinture sécher est sans importance. Vous avez signé. C'est ce qui compte. Mais je ne savais pas ce que je signais, insista Rose, sa voix redevenant stridente. Il m'a trompé. Il me les a délibérément donnés quand j'étais distraite. Ça doit bien compter pour quelque chose. Greg ferma le dossier et se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Laissez-moi vous demander quelque chose, Rose. Quand votre mari vous a demandé de signer ces documents, vous a-t-il mis un pistolet sur la tempe? Quoi? Non, bien sûr que non. Vous a-t-il menacé? Contrainte? Forcé de quelque manière que ce soit? Non, mais... Vous a-t-il empêché de lire les documents? En a-t-il caché des parties? Vous a-t-il pressé pour la signature? Rose ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Il me les a donnés quand je regardais Pinterest, dit-elle faiblement, comme si c'était une sorte de défense. Donc, ce que vous me dites, dit Greg, et je jure que je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix, même si je n'étais pas là, c'est que votre mari vous a demandé de signer des documents juridiques importants, vous avez choisi de regarder Pinterest au lieu de les lire? Et maintenant vous êtes contrarié par les conséquences de vos propres choix? Vous êtes censé être de mon côté, cria presque Rose. Je ne suis du côté de personne, dit fermement Greg. Je suis avocat. Je traite des faits et du droit, pas des sentiments et des côtés.
Et le fait est que vous avez signé un contrat de mariage avec la clause 19b qui stipule explicitement que les actes publics d'humiliation constituent un motif de perte immédiate des droits de succession et des revendications d'actifs. Vous avez ensuite procédé à l'humiliation publique de votre mari devant 80 personnes. Vous avez déclenché la clause. Les dominos sont tombés. C'est la fin de l'histoire. Le visage de Rose se décomposa. De vraies larmes commencèrent à couler sur ses joues, étalant le peu de maquillage qu'elle portait en traînée grise qui la faisait ressembler à un raton laveur triste. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, murmura-t-elle. Une faille. Un vice de forme. N'importe quoi. » Greg soupira, et pendant un instant, il eut presque l'air sympathique. Presque. « Rose, j'ai examiné ces documents avec 3 autres avocats. Ils sont blindés. Quiconque les a rédigés savait exactement ce qu'ils faisaient. Chaque contestation potentielle que nous pourrions soulever a été préventivement traitée. Chaque faille a été comblée. C'est l'un des travaux juridiques les plus méticuleux que j'ai vus dans ma carrière. Alors c'est tout, dit Rose, la voix brisée. Je perds tout ? 15 ans de mariage et je repars sans rien. Vous ne repartez pas sans rien, corrigea Greg. Selon l'accord de séparation, vous conservez vos biens personnels, votre véhicule et une indemnité de 50 000 €. C'est en fait assez généreux, considérant que vous avez violé les termes de votre contrat de mariage. 50 000 €, répéta Rose, comme si Greg venait de lui dire qu'elle recevait 50 centimes. Ce n'est rien. C'est une blague. La maison seule vaut. La maison que votre mari a achetée avant votre mariage et dont il a conservé le titre de propriété uniquement à son nom, interrompit Greg. Cette maison ? Vous n'avez aucun droit dessus. Jamais eu. Ce n'a jamais été un bien matrimonial. La bouche de Rose s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Je connaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui réalise que le monde qu'il pensait comprendre était complètement différent depuis le début. C'était le regard de quelqu'un qui avait joué aux dames pendant que tout le monde jouait aux échecs. C'était le regard de quelqu'un qui avait passé 15 ans à prendre son conjoint pour acquis et qui venait de découvrir qu'il y avait des conséquences. Et l'entreprise, tenta désespérément Rose. Je suis la fille de Richard. Il ne va pas laisser un étranger prendre le contrôle. Votre mari a vendu sa participation de 49% à une fondation caritative, dit Greg en sortant un autre document. La vente a été exécutée il y a 2 mois et déposée auprès de l'État la semaine dernière. C'est fait. Votre père peut choisir de racheter la fondation s'il le souhaite, mais c'est entre lui et eux. Vous n'avez aucune qualité pour agir dans cette négociation. C'est à cause du toast, dit soudain Rose, comme si elle venait d'avoir une révélation. Tout ça, c'est à cause d'un stupide toast à une fête. Il ruine ma vie pour une blague. Greg se pencha en avant, et quand il parla, sa voix avait un tranchant qui devait probablement rendre nerveux l'avocat de la partie adverse au tribunal. Rose, laissez-moi être très clair sur quelque chose. Votre mari n'a pas ruiné votre vie. Vous l'avez fait. Il a passé 2 ans à documenter soigneusement chaque instance de manque de respect public. Chaque commentaire désobligeant que vous avez fait lors de dîner, chaque roulement d'yeux devant des amis, chaque petite blague à ses dépens. Il a des témoins. Il a des dates. Il a un schéma de comportement qui établit que ce n'était pas un incident isolé mais plutôt un problème à long terme qui a culminé avec ce toast. Il poussa une pile de papier vers elle. Ce n'est qu'une fraction de la documentation. Il y a 17 incidents distincts au cours des 2 dernières années où des témoins vous ont entendu vous moquer de votre mari publiquement, le traitant des ennuyeux à la fête d'anniversaire de Janet. Disant à votre club de lecture qu'il était adéquat à tous points de vue, l'accent étant mis sur adéquat, faisant des blagues sur ses vêtements, son travail, ses passe-temps, son intelligence. Tout est documenté, tout est attesté, tout prouve que vous avez créé un environnement conjugal hostile. Rose fixa la pile de papier comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Les gens font tout le temps des blagues sur leur conjoint, murmura-t-elle. C'est normal. C'est ce que font les couples. Il y a une différence entre la taquinerie affectueuse et la dégradation systématique, dit Greg. Les avocats de votre mari soutiendront avec succès, je pourrais ajouter que vous avez franchi cette ligne à plusieurs reprises, puis que vous l'avez pulvérisé depuis l'orbite avec ce toast. Vous leur avez donné tout ce dont ils avaient besoin. Alors,
Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, demanda Rose, et elle semblait petite, vaincue. Rien à voir avec la femme confiante qui s'était levée à cette fête en se croyant si intelligente, si audacieuse, si courageuse. Greg ferma le dossier avec une finalité qui ressemblait au claquement d'une porte. Vous signez l'accord de séparation. Vous prenez vos 50 000 euros. Vous continuez votre vie. Il la regarda sérieusement. Et Rose? Tirez en les leçons. Apprenez que les actions ont des conséquences. Apprenez que le type tranquille que vous pensez être une mauviette pourrait bien être quelqu'un qui prend des notes. Et apprenez à lire ce que vous signez. Rose quitta le bureau de Greg l'air d'avoir été heurtée par un camion, ou peut-être comme si elle venait de réaliser qu'elle conduisait vers une falaise depuis 15 ans et qu'elle venait de manquer de route. Jennifer, l'assistante, la regarda sortir en titubant avec un regard entendu qui suggérait qu'elle avait déjà vu ce scénario exact se dérouler avec des noms et des visages différents. Greg était assis à son bureau, facturant probablement déjà le temps passé. Et quelque part au fond de son esprit, il pensait probablement ce que tout le monde pense en regardant une autodestruction spectaculaire, eh bien, elle s'est vraiment rénovée hors de son mariage, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, Richard est venu en voiture jusqu'à mon chalet. L'homme avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 7 jours, ce qui, honnêtement, n'était pas surprenant étant donné que son monde entier avait implosé plus vite qu'un soufflet dans un tremblement de terre. Son visage avait plus de rides que je ne m'en souvenais, ses yeux étaient injectés de sang, et il portait un jean et une chemise en flanelle au lieu de sa tenue décontractée habituelle, ce qui m'en disait plus sur son état mental que n'importe quelle conversation n'aurait pu le faire. Nous n'avons pas dit grand-chose au début. Je lui ai tendu un verre de whisky de Seigle le Bon, pas la Camelote bon marché et nous nous sommes assis près du feu, regardant les flammes danser tandis que le silence s'étirait entre nous comme du caramel. C'était le genre de silence qui n'était pas inconfortable, juste lourd, chargé de toutes les choses que nous savions tous les deux mais que nous ne voulions pas encore dire à voix haute. Elle me rejette la faute maintenant, dit finalement Richard, la voix rauque, comme s'il s'était gargarisé avec du gravier. Rose et l'année. Elles disent que c'est de ma faute. Que j'aurais dû le voir venir. Que j'aurais dû mieux te contrôler. Je reniflai dans mon whisky. Contrôler? Richard, je n'étais pas un chien en laisse. J'étais le gars qui payait pour la laisse. Grosse différence. Il gloussa malgré lui, un son sec et amer sans véritable humour. Ouais, je commence à m'en rendre compte. Il but une longue gorgée, puis fixa le feu. Elle a vraiment dit le toast? Mot pour mot, hochai-je la tête. M'a traité de perdant qui signe les chèques mais qui ne sera jamais son véritable amant. Devant 80 personnes, y compris toi. Le visage de Richard se crispa légèrement. Et tu avais vraiment l'air blanc comme un linge en lisant ce mot, comme si quelqu'un avait ouvert une valve de vidange dans ton âme, ai-je confirmé. Nous avons bu en silence après ça. Richard est parti 1 heure plus tard, la culpabilité le pesant comme un sac à dos plein de briques. Je suis resté près du feu, la paix s'installant sur moi comme une couverture chaude, regardant les braises rougeoyer et me sentant plus léger que je ne l'avais été en 15 ans. Des semaines plus tard, Rose a reçu l'avis final. Chaque actif, chaque titre, chaque compte avait été légalement transféré. Elle s'est laissée tomber sur une chaise, pâle comme du lait écrémé, pendant que sa mère criait en arrière-plan comme une banchée qui venait de découvrir que son magasin préféré fermait. Rose m'a appelé 17 fois ce jour-là. 17. Chaque appel est allé directement sur la messagerie vocale, où ils ont rejoint les plus de 100 autres messages que j'ignorais joyeusement. Ces textos ont commencé à arriver par vagues, il faut qu'on parle. C'est ridicule. C'était juste une blague. S'il te plaît, appelle-moi. Tu n'es pas raisonnable. Chacun plus désespéré que le précédent, comme si elle pensait que si elle trouvait la bonne combinaison de mots, elle pourrait annuler 2 ans de planification avec un message texte. Ma réponse, le silence. Un silence complet, magnifique, assourdissant. Parce que parfois, la meilleure chute est de savoir quand se taire. Je me suis assis dans mon camion devant la maison une dernière fois, regardant à travers la vitre embuée les lumières s'allumer à l'intérieur. Je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux, probablement Rose et sa mère en pleine nouvelle crise à propos de leur situation. Pas de méchanceté, pas de cris, pas de violon dramatique jouant une bande-son triste. Juste une conclusion tranquille. Il voulait un toast. Eh bien, voici le mien. Au perdant qui signe les chèques, mais plus jamais pour toi.
Santé.